Bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information. C'est l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger avec en début de journal une délégation de la COP2, la deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'ordre du jour de l'audience. Le point de l'audit réalisé sur l'affaire Probokoala, les déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire en septembre 2006. La Côte d'Ivoire est présente au Forum des jeunes du Conseil économique et social de l'ONU qui se tient à New York aux États-Unis. Ce 7e forum s'articule autour du rôle des jeunes dans la construction de communautés rurales et urbaines durables. Le compte-rendu de notre envoyé spécial dans quelques instants. Le grand format de ce journal sera consacré à la fraude dans le domaine de l'électricité. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a échappé aux caisses de l'État en 2016 en cause les connexions frauduleuses opérées par bon nombre de foyers. Comment procède-t-il? Les réponses dans ce 20h. Et puis aux États-Unis, le premier discours du président Donald Trump sur l'état de l'Union a duré plus d'une demi-heure. Devant le Congrès, le président américain a présenté son bilan et ses projets sur les années à venir en conviant parlementaires et américains à l'unité. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Première escale, la primature où une délégation de la COP2, la deuxième conférence des parties, a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Entre autres points à l'ordre du jour, le point de l'audit réalisé sur l'affaire des déchets toxiques déversés à Abidjan en 2006, compte rendu Gabriel Zanilou. Les experts de l'environnement sont au chevet de l'Afrique pour sauver le continent du déversement et du trafic illicite de déchets dangereux. Une délégation de ces experts venus dans le cadre de la COP2 a été reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La gestion des déchets toxiques, l'interdiction d'importation des produits dangereux, l'affaire Probokoala à Abidjan, ces sujets étaient sur la table des discussions. Nous avons eu l'occasion de présenter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit environnemental concernant les déversements de Probokoala, de produits dangereux qui ont eu lieu ici en 2006 à Abidjan. Ce rapport est un rapport scientifique avec des prélèvements sur les sites, des analyses au laboratoire et des résultats finalement scientifiques. Nous sommes très heureux de constater que grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, que la contamination due à Probokoala n'est plus visible. Donc nous pouvons dire que l'incident de Probokoala en matière de contamination, il est désormais clos. La bonne gestion des déchets toxiques déversés à Abidjan, un point pour le gouvernement. À cet effet, Anne Désiré Ouloto a été élue présidente du bureau de la Convention des parties. Sa vision, l'Afrique ne doit plus être un dépotoir. L'Afrique a vraiment besoin d'être respectée par le monde et surtout de voir les populations être bien protégées, de voir notre environnement également bien protégé. Nous avons donc dans le cadre de cette convention de Bamako d'importants défis à relever. Le repositionnement de cette convention, la dynamisation de ces initiatives et la mobilisation de l'ensemble des pays africains autour de ce projet commun pour mieux organiser donc l'importation et la circulation de ce type de déchets et faire en sorte que l'Afrique ne soit pas la poubelle du monde. Les dispositions seront mises en place dans la coopération entre les États parties pour définir un plan de travail sur la période 2017-2020, discuter du budget et valider les résultats des consultations entreprises. La Convention de Bamako, adoptée en janvier 1991 par la Conférence des ministres de l'Environnement, prévoit la gestion rationnelle de ces déchets au sein du continent. Après cette rencontre à la primature, les délégations venues participer à la COP2 ont ouvert les travaux de cette deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako. Cette convention porte sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux sur notre continent, le continent africain. Et pour cette deuxième journée, les experts des 25 pays africains qui ont ratifié cette convention se sont retrouvés pour échanger sur les questions de financement pour la période 2018-2020. Je vous l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire présente au Forum des jeunes du Conseil économique et social à l'ONU qui se tient à New York aux États-Unis. Les travaux de ce 7e forum s'articulent autour du rôle des jeunes dans la construction de communautés rurales et urbaines durables. Le compte-rendu de notre envoyé spécial,
Herman Niamey. Siège des Nations Unies à New York, l'institution abrite le 7e forum du Conseil économique et social de l'ONU. Invités à cette rencontre de haut niveau, les ministres en charge de la jeunesse des différents gouvernements membres de l'institution, les représentants du Conseil des jeunes et des institutions travaillant pour les jeunes. Au centre des échanges, le rôle des jeunes dans la construction de communautés rurales et urbaines durables et résilientes. Parce que l'institution a décidé que désormais les jeunes prennent une part active au débat qui touche à leur avenir. Ainsi donc, ils sont venus en grand nombre des différents pays pour faire entendre leur voix. En phase 2, pour cette cérémonie d'ouverture, la présidente du Conseil économique et social de l'ONU, Marie Chatardova, le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák, et la représentante du secrétaire général des Nations unies pour la jeunesse. Ils n'ont pas manqué de féliciter les jeunes pour cette forte mobilisation qui traduit leur engagement à œuvrer pour mettre fin aux maux qui minent nos sociétés. À cette occasion, chaque ministre en charge de la jeunesse a présenté les actions de son gouvernement pour valoriser davantage la jeunesse. C'est à cet exercice que s'est soumis le ministre Sidi Touré, qui a présenté les actions du gouvernement ivoirien, notamment l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse pour la période 2016-2020 et la prise en compte des objectifs du développement durable ODD dans le plan national de développement PND 2016-2020. Le 7e forum des jeunes de l'ECOSOC 2018 auquel la Côte d'Ivoire participe est l'occasion pour les jeunes de partager leurs perspectives et de s'engager dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 du programme de développement durable, d'identifier des voies et moyens pour aider les jeunes à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés et de fournir aux États membres de l'ONU un moyen de rendre compte de leurs progrès nationaux dans le tableau de bord des jeunes sur les ODD. Retour ici en Côte d'Ivoire pour un volet politique. Rendons-nous à Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région d'Unzi, où les militants du PDCI-RDA ont rendu hommage aux martyrs des années 50. Un devoir de mémoire qui a eu lieu en présence du président du PDCI, Henri Konan Bédié. Kwadio Kwame était sur ce lieu de pèlerinage. Son compte-rendu. En quelques heures, Dimbokro, région d'Unzi transformée en siège du PDCI-RDA, c'était à l'occasion de la journée des martyrs du PDCI-RDA des années 50. Pour le maire de Dimbokro, la cérémonie d'hommage consacre la résurrection de ceux qui sont morts pour la liberté des peuples. Cet hommage aux martyrs est un devoir de reconnaissance au nom du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, un acte qui renforce la foi militante. Le 78e anniversaire du parti sera marqué par la reconnaissance aux martyrs. Dimbokro, Boisflé, Séguéla comme Soweto, pour défendre le testament politique et la mémoire des militants tombés au champ d'honneur. À cette époque, en 1950, il ne s'est trouvé personne pour défendre leur mémoire. Nous pensons que c'est une invite lancée par le président Félix Houphouët-Boigny à toutes les générations de militants pour que, le moment venu, ils puissent défendre la mémoire de ces militants tombés. Plusieurs participants sont d'avis qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Bien que le président Félix Houphouët-Boigny l'ait marqué, écrit, mais il n'y a pas encore eu de suite. Donc il est normal que cette histoire se révèle au grand jour. Le professeur Maurice Kapou-Bikawe a donc proposé au président Henri Konan Bédié que les 72 ans du PDCI-RDA puissent être commémorés autour donc de ce thème, hommage, n'est-ce pas, aux martyrs du PDCI-RDA. Le mouvement Bédié pour tous, tous pour Bédié, propose que le prix Nobel de la paix soit attribué au président du PDCI-RDA et qu'il accepte d'être le candidat du parti à la présidentielle de 2020. Des fleurs aux martyrs en ouverture, le président du parti, suivi des militants, pose de la première pierre du mausolée du PDCI-RDA et ouverture du colloque. A ouvert le colloque international du PDCI sur les martyrs du PDCI-RDA. Le colloque durera 24 mois. Une journée des martyrs et un pèlerinage s'effectueront le 30 janvier de chaque année au cimetière des martyrs à Dimbokro.
Le RDR, le Rassemblement des Républicains, poursuit sa campagne d'information, de sensibilisation et de remobilisation des militants. Nous vous proposons les étapes de Blolequin, Biankouma, Soubré et de Dimbokro, compte rendu Fboué et Samkouna. C'est Thérèse Oulou-Lebon, conseillère spéciale du Rassemblement des Républicains RDR, qui a conduit la délégation venue rencontrer les militants et militantes de Blolequin. Elle les a entretenus sur divers sujets, notamment la vie du parti, les résolutions issues du 3e congrès ordinaire et surtout la participation aux prochaines élections municipales, régionales et sénatoriales. Ici à Blolequin, le RDR se porte à merveille. Des militants plus que jamais déterminés à faire du RDR le plus grand parti. Il était déjà. Mais le RDR désormais doit être le parti conquérant. Le RDR doit raser tous les postes. Et les militants de Blolequin l'ont témoigné, ils l'ont dit. Ils sont prêts plus que jamais à faire gagner le RDR. À Biankouma, Issouf Traoré, chef de délégation, sur la place publique de l'ancien village, l'émissaire de la case verte a marqué sa satisfaction quant au chemin parcouru par le parti dans cette partie de l'ouest du pays. Partant d'abord de rien, nous sommes aujourd'hui avec un député RDR à Biankouma. Et bien sûr aussi, n'oubliez pas que Bonnet, le maire est RDR. Donc nous sommes très fiers de nos militants et nous espérons que très prochainement, nous allons faire le combat à Biankouma et dans le département. Il a en outre exhorté les militants et militantes à demeurer unis pour affronter les futures élections municipales, régionales et sénatoriales. Philippe Legré, vice-président du RDR, chargé des régions du Boclé et de la Nawa, chef de la délégation de Soubré, a appelé les militants à la discipline et au respect des consignes de la direction pour ce qui concerne les élections locales à venir. Pour ces élections, le RDR, le Congrès a décidé que le parti aille en parti unifié, en RHDP. Donc il était bon que les militants le sachent. C'est rassuré que les militants ont quitté la salle tout en promettant de respecter les consignes venues de la direction du parti. Professeur Bakayokoli Ramata a assuré les uns et les autres de ce que le RDR sera présent à toutes les élections avec des candidats désignés par la direction du parti, tout en rappelant avec insistance que le RDR demeure favorable au principe de l'unification des partis dans l'intérêt du RHDP. Pour aller au parti unifié, il nous faut un RDR fort, un RDR plus uni, un RDR plus solidaire, un RDR plus conquérant. Et c'est ces messages-là que nous avons fait passer aux militants. Une rencontre longtemps souhaitée et très attendue de tous les militants et sympathisants du RDR de Dimbokro. Le RDR annonce déjà les couleurs. Voilà, c'était le volet politique de ce 20h. Le reste de l'actualité avec tout d'abord le grand format de ce journal consacré à la fraude dans le domaine de l'électricité. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a échappé aux caisses de l'État en 2016. En cause, les connexions frauduleuses opérées par bon nombre de foyers. Comment procède-t-il? La réponse avec Christelle Menon. 3 h du matin. Opération de contrôle de la compagnie ivoirienne d'électricité dans la commune de Yopougon. La gendarmerie les accompagne. S'il vous plaît, ouvrez. C'est la gendarmerie nationale et la CIE. Venez, s'il vous plaît. Fabrice, présumé revendeur d'électricité, nie les faits. Il est embarqué et conduit à Mossicro, sa zone d'opération, selon l'indique, qui a fourni les informations aux enquêteurs de la compagnie. Sur les lieux, l'équipe piste tous les câbles suspects, signe d'un branchement anarchique. Une activité illégale communément appelée courant Banabana. 3 heures plus tard, Fabrice finit par avouer. Il conduit l'équipe dans une propriété. Voilà ça, c'est le fil là qui est là. Combien on met dessus, ça prend courant. Vous voyez les compteurs qui sont ici. Le réseau normal rentre dans le compteur et puis voilà la sortie du compteur. Là, ça va alimenter une maison. Mais là, tel qu'il est pris sur le câble de la CIE, là, il dérive le courant de façon anarchique et ça va alimenter une clientèle. La clientèle est approvisionnée depuis plus de 2 ans, contre 2 à 5 000 francs CFA par mois, selon le nombre et le type d'appareil utilisé. Nous n'avons pas de compteur et c'est économique. Pris la main dans le sac,
revendeurs et clients sont sur le champ conduits à la gendarmerie. 48 heures plus tard, manifestation devant les locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité à Bingerville. Ils dénoncent des lourdeurs administratives dans la procédure d'accès aux compteurs d'électricité. Nous n'avons pas d'électricité depuis 2 mois, puisqu'il y a une équipe de connexion qui est venue déconnecter comme le dirait, les vendeurs de courant. Nous avons fait les demandes, nous avons fait des listes. Et puisque ça traîne, voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus en petite délégation, venus négocier avec la CIE de nous trouver rapidement une voie de sortie. Des plaintes que la compagnie récuse. Avec le programme électricité pour tous, aujourd'hui le client juste avec sa pièce d'identité plus 1000 francs, nos équipes vont vers les clients, prennent les abonnements pour faciliter, pour éliminer tous ces papiers dont on parle et juste après le paiement, procèdent au raccordement des clients. Donc c'est pour dire que nous avons simplifié la procédure des abonnements. Environ 315 000 branchements ont été effectués depuis 2014 sur 1 million d'abonnés prévus jusqu'à 2020 dans le cadre du programme d'électricité pour tous. En Côte d'Ivoire, le tarif moyen d'électricité domestique basse tension est fixé à 66,96 francs CFA le kilowattheure. C'est 2 fois moins cher qu'au Sénégal et 4 fois plus au Nigeria. Nous nous sommes intéressés à la répartition du prix de l'électricité fixé par l'État. Un tiers des ressources générées par la vente de l'électricité reviendrait à la compagnie de distribution d'électricité, le concessionnaire, pour le coût de distribution et les charges supportées avec l'exploitation des barrages hydroélectriques. Les 2 tiers restants sont reversés à l'État qui, à son tour, règle d'une part les fournisseurs d'électricité et d'autre part, réinvestit pour améliorer les infrastructures de production et de distribution d'électricité. Nous nous sommes aussi interrogés sur la libéralisation annoncée le 1er mai 2016 par le président de la République. J'ai demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés. On nous informe que les études sont en cours. Un industriel énergétique français, 3e mondial, a déjà posé ses valises sur les bords de la lagune Ébrié. En attendant, la fraude se poursuit avec son lot de conséquences. Sur les recettes de l'État, 30 milliards de francs CFA de pertes pour l'année 2016. C'est le quart du budget de construction d'un barrage hydroélectrique. Autre conséquence, les risques de perte en vie humaine. La fraude engendre des incendies dans les quartiers, dans les maisons. La fraude engendre des morts par électrocution. La fraude engendre des électrisations, donc des brûlures. La fraude engendre des coupures répétées dans les quartiers. En plus de la sensibilisation, la lutte contre la fraude s'intensifie. Un code de l'électricité a été adopté en mars 2014. La loi dit quiconque sciemment. Donc c'est cette personne qui a posé l'action qu'on poursuit. Ce n'est pas la personne qui est à côté, mais la personne qui est à côté qui profite en sachant qu'il profite va écoper. Les fraudes ont souvent été rendues possibles grâce à des complicités internes. Lorsqu'il y a une complicité qui est avérée, la procédure judiciaire suit son cours, mais nous avons une procédure interne qui est déclenchée aussitôt, qui est mise en branle. Et à la fin de cette procédure, on décide de la situation de l'agent dans l'entreprise. Soit il est mis fin à son contrat de travail, soit il fera l'objet d'une autre sanction disciplinaire. De 2014 à 2017, 326 dossiers de plainte ont été déposés auprès des juridictions. C'est le cas de Fabrice, notre présumé revendeur d'électricité. Il comparaît devant les juges pour connexion frauduleuse sur le réseau d'un opérateur privé. Nos caméras n'ont pas été autorisées au cours du procès. À 48 ans, il a été condamné à 1 mois d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes et 30 millions au compte de la compagnie ivoirienne d'électricité pour dommages et intérêts. Voilà, c'était un grand format proposé par le service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction. Poursuivons ce journal avec le lancement de l'opération d'identification des occupants de la forêt classée de Gouindébé dans la région du Cavali. Rappelons qu'en septembre dernier, un conflit foncier dans cette partie du pays a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. F. Boué nous en parle. La mesure a été annoncée en Conseil des ministres du 16 novembre 2017. Il s'agit de la mise en œuvre immédiate, avec le concours de l'ONG IDH,
d'une opération d'identification et de recensement des occupants de la forêt classée de Gwendébé avec la levée des occupations. Aujourd'hui, le projet intitulé ISLA IDH Sodefort est lancé à Guiglo par Alain Richard Denwayi, ministre des Eaux et Forêts. Il est exécuté par la Sodefort avec l'appui de l'ONG IDH. Ce programme concerne les forêts classées du Cavali et du Gwendébé. Pour la forêt classée du Gwendébé qui présente un taux de dégradation de plus de 80%, il consiste à sensibiliser les populations, à procéder à l'identification et au recensement de tous les occupants et à établir la cartographie des occupations. C'est un projet pilote qui permettra de ramener la paix et la cohésion sociale dans la région, mais aussi ce sera une amorce pour trouver des modèles de gestion efficaces des massifs forestiers ivoiriens fortement dégradés. C'est une opération qui est modèle, puisqu'elle devra se répéter ailleurs dans les forêts classées pour permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrer son couvert forestier. Mais nous devons faire attention aux communautés, non seulement les communautés locales, mais aussi les personnes qui sont infiltrées dans cette forêt. La ministre de la Solidarité, Mariate Kone, rassure que cette opération, soucieuse de préserver la paix et la cohésion sociale, se déroulera de façon inclusive et participative. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs fille de la région du Cavali, rassure elle aussi de la disponibilité de l'ensemble des élus, des cadres, des fils et filles du Cavali à accompagner ce processus pour un retour définitif de la paix dans cette région. 7 ans de prison ferme pour le chauffeur d'un minicar qui a provoqué la mort d'une mère de famille de 3 enfants et elle attendait un 4e. Elle était donc enceinte. Pour le procureur, cette décision a été prise par la justice pour servir de leçon. Compte rendu d'audience, Moussa Konaté. Défaut de maîtrise, excès de vitesse, délit de fuite, homicide involontaire. Ce sont les 4 chefs d'accusation retenus contre le chauffeur de minicar, communément appelé Baka. Ce conducteur a provoqué la mort d'une mère de famille de 3 enfants et encore enceinte à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Le mis en cause a écopé de 7 ans de prison ferme avec 100 000 francs de francs CFA d'amende, a lancé le juge après délibération. Selon le procureur de la République, Adou Richard Christophe, ce procès doit servir de leçon. Tous ceux qui seront dans ce cas seront condamnés sans possibilité de libération. Il était important que le parquet réagisse avec la plus grande vigueur. Certes, l'homicide involontaire du fait d'un véhicule n'est pas toujours le fait de celui qui conduit. Mais lorsque cet homicide involontaire est associé à plusieurs autres infractions, telles l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, les dépassements dangereux et autres, il faut reconnaître que le conducteur a une part de responsabilité. Et il savait, à tout le moins, il devrait savoir que son acte d'inconduite peut avoir des conséquences dramatiques. Et en la matière, la loi permet d'aller à une répression plus grave qu'habituellement. Le chauffeur de minicar détient le permis de conduire depuis 3 ans seulement. Mais déjà, il est à son 3e accident de la circulation. La brigade de gendarmerie de Béoumi, au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bandama, vient de mettre fin au parcours de 2 coupeurs de route. Il s'agit de 2 cerveaux des attaques sur les routes dans le département de Béoumi. Le constat de Kader Sogodogo. Béoumi, 2 corps sans vie gisent au sol. La trentaine révolue. Éleveur le jour, la passation faite entre le soleil et la lune, et ils changent de profession. Ils deviennent des coupeurs de route. Ils commanditent toutes les attaques dans le département. Le 31 janvier 2018, fin du premier mois de l'année, marque également la fin de leur passage sur terre. Embusqués sur une piste très empruntée qui mène à Béoumi, ils dépouillaient commerçants, voyageurs et tout passants. Alertés, les gendarmes qui travaillaient sur le dossier depuis 3 mois ont décidé d'aller au charbon. À la vue des gendarmes, les 2 acolytes ouvrent le feu. La riposte est fatale. En leur possession, armes à feu, 41 portables, une forte somme d'argent et des munitions. Un soulagement pour la population. Félicitations à la gendarmerie. Ils ont tout pris sur moi, même à Tchéké. À Tchéké, j'ai acheté des diamants dans mon village, ils ont tout pris.
Ils ont pris mon argent, ma moto, ma chaussure. Je suis parti à pied plat au village. Ces deux individus abattus sont des éleveurs Peul. Le président de cette communauté se veut très clair. Quand tu quittes ton pays, aller dans un autre pays pour aller chercher à manger, il faut suivre la loi de ce pays. Cette loi, elle est la même dans tous les pays. De nombreuses personnes ont trouvé de quoi alimenter les réseaux sociaux. Les corps des deux coupeurs de route sont amenés par les services des pompes funèbres. Actualité à l'étranger, aux États-Unis, le président Donald Trump a tenu son premier discours sur l'état de l'Union. Devant le Congrès, le président américain a présenté son bilan et ses projets pour les années à venir en conviant parlementaires et américains à l'unité. Alexis Ouedraogo. Face au Congrès réuni au grand complet mardi soir à Washington, Donald Trump a lancé un appel à l'unité pour bâtir une Amérique sûre, forte et fière, mettant en avant la bonne santé de l'économie et les records de Wall Street. Au-delà de la mise en avant des chiffres de croissance encourageants, Donald Trump n'a de cesse souligner les retombées positives de la réforme fiscale 2017. Avec elle, quelques 3 millions de travailleurs américains ont déjà reçu des bonus, des milliers de dollars pour bon nombre d'entre eux. Le président américain a aussi appelé démocrates et républicains à travailler main dans la main pour financer les infrastructures sûres, rapides, fiables et modernes dont l'économie a besoin et que le peuple mérite. Ce soir, je vous demande tous de mettre de côté nos différences, de chercher un terrain d'entente et d'appeler à l'unité. Nous devons faire ce qu'attend le peuple. Nous avons été élus pour servir le peuple. Sur la question de l'immigration, l'administration Trump a évoqué une voie d'accès à la citoyenneté pour 1,8 million de sans-papiers. Ses adversaires acceptent de débloquer 25 milliards de dollars pour la construction d'un mur à la frontière du Mexique. Autre point, celui du Front international. Donald Trump appelle à poursuivre avec détermination la lutte contre le groupe État islamique. Pour lui, même si beaucoup reste à faire, les États-Unis poursuivront la lutte jusqu'à ce que l'EI soit défait. Et pour décrypter ce premier discours du président américain sur l'état de l'Union, Delphine Blas a eu au téléphone au journal de 13h Calvin Dark, analyste politique. Il s'est prononcé sur la question de l'immigration qui continue d'alimenter l'actualité aux États-Unis. Un extrait de ses explications. Trump a décrit un plan qui prévoit l'établissement d'un chemin vers la citoyenneté pour les dreamers, les rêveurs en anglais, la construction d'un mur qui est pour pour la plupart des Américains, c'est un symbole de racisme et xénophobie, et une fin au système de loterie des visas et la limitation de migration en chaîne, limitée aux conjoints et aux enfants. Alors, il propose beaucoup, mais c'est un prix considérable. Un cheminement vers la citoyenneté, en quoi cela va-t-il consister? C'est-à-dire, c'est pas tout à fait clair, mais pour les gens qui sont ici, je crois que c'est entre 16 et 36 ans. Ils ont un chemin pour la citoyenneté entre 10 et 12 ans. Bien sûr, après, s'il n'y a pas des problèmes avec la loi, s'ils ont des emplois, s'ils payent les impôts pour ces années, ils ont la possibilité d'avoir la citoyenneté américaine. Voilà. Terminons ce journal par le lancement du concours Miss Côte d'Ivoire 2018. Cette 22e édition a pour thème l'immigration clandestine. Davis Oyo, Patricia Omo Etia. Aucune contestation possible. La Miss 2018 et ses 4 dauphines auront désormais un mandat professionnel. Elles interviendront dans 3 domaines, la santé, l'environnement et l'éducation. Les 5 candidates auront un cahier de charges qu'elles devront respecter pendant toute la durée de leur mandat. Elles auront un canevas de travail
sur le terrain, en dehors du terrain et être des vecteurs de communication pour ces 3 axes-là. Le concours Miss Côte d'Ivoire 2018 est ainsi lancé. Autre innovation, la taille requise. Dorénavant, la Miss Côte d'Ivoire devra au minimum mesurer 1,68 m contre 1,67 m l'année précédente. Le concours concerne les jeunes filles ivoiriennes âgées de 18 ans à 25 ans non révolues. La 22e édition du Rendez-vous ivoirien de la beauté bénéficie de l'appui du ministère du Tourisme qui y voit un tremplin culturel et touristique. Nous voudrions faire en sorte que cette édition de Miss Côte d'Ivoire, qui valorise la beauté africaine, permette de revaloriser l'image de la Côte d'Ivoire et au-delà, et que de par leur valorisation, nous arrivions à faire en sorte que la destination Côte d'Ivoire soit davantage prisée. Les lots de la Miss Côte d'Ivoire 2018 sont une voiture, un séjour en France sous frais payés et surtout une somme de 10 millions de francs CFA. Les présélections de l'édition 2018 débuteront le 10 février par la ville de Daoukro. Au total, 26 candidates sont attendues pour la grande finale le 2 juin prochain à Abidjan. Alors, on termine en beauté. Fin de ce 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité à cette édition du soir. Et excellente soirée sur RTI 1. Bonne suite de programme.